Librement Linux, c'est au-delà de Windows. Et merci d'être fidèle au podcast Librement Linux. Et oui, c'est le seul podcast qui aborde des solutions open source, Linux, l'informatique et le digital au travers de news, de billets et d'échanges en français d'un texte, s'il vous plaît. Vous pouvez nous écouter sur le site mancast.fr et également sur la chaîne YouTube de Steve 513V3. Je m'appelle Cédric et aujourd'hui je suis accompagné de la team. Et celui qui fait le billet d'humeur mais également le courrier du cœur, je vous présente Steve. Salut. Salut tout le monde, et j'ai failli arriver en retard en plus. Ah, quel malheur. Celui qui s'occupe de la rubrique actualité et des sorties de la semaine, je présente le Tux masqué. Salut. Salut tout le monde. Merci à Enrique de Wave Beats Music. Cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons Attribution 4.0, excepté les extraits musicaux, les bandes son externes et les œuvres sonores non produites par l'équipe de Librement Linux. Et venez discuter avec nous sur le salon Matrix Librement Linux Podcast. Et nous sommes le dimanche 26 novembre, il est déjà 21h37, soyez les bienvenus, merci de nous écouter et merci à Romain qui vient d'écouter l'épisode précédent, qui a bien rigolé, qui nous dit merci, bravo pour la qualité de votre podcast. Et il se demande si c'est pas fait exprès le dossier des navigateurs qui soit reporté au prochain numéro pour inviter tout le monde à nous écouter. Mais bien sûr qu'on vous invite à nous écouter à tous les numéros et pas besoin d'avoir un dossier spécial sur les navigateurs. Et on va commencer tout de suite par notre ami Steve et sa rubrique, la rubrique de Steve. Librement Linux, le billet de la semaine de Steve. Je dis ça parce que j'ai pas le conducteur sous les yeux et je me rappelle plus du billet. Ah si, le billet. Pourquoi on n'a pas encore passé le pas? Ouais, en fait, normalement, en plus de ça, tu devais faire avec l'accent belge. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, je vais le faire à ta j'ai place. J'ai pas ça mon catalogue. C'est pas grave, je le ferai, je m'en occuperai. Bon, allez, salut tout le monde. Bah ouais, en plus de ça, j'ai failli arriver en retard, donc en fait, je suis en train de dépatouiller avec tous mes petits bouts de papier, mais ça y est, j'ai le texte sous les yeux, donc c'est parti, mon zizi. Pourquoi t'es arrivé en retard? C'est à cause de quoi? Hein? Oui, alors Steve, hein, il est très public, mais en fait, c'était son anniversaire. Ouais, j'avoue, j'ai soufflé. Une bonne excuse alors. Ouais, j'avoue, mais merci beaucoup, ça fait super plaisir. Allez hop là, on fait une petite tournée des serviettes ici par là. Ah bon, tu souffles combien de bougies là? Nom de Dieu, j'en souffle 48 les gars. 48 Oh là 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 là, ça fait mal aux dents. ouais, on peut dire ça comme ça quoi, c'est vrai. Mais tu les fais pas. Merci. T'as encore tous tes cheveux, donc tout va bien. J'ai tout, j'ai les cheveux, les dents, tout ce qui va avec, j'ai la pêche, donc non, ça va, c'est cool de ce côté-là. Merci beaucoup, en tout cas, ça fait super plaisir. Allez, maintenant c'est ton billet. Allez, et maintenant, je fais mon billet d'humeur, et donc en fait, je vous avoue très franchement que j'ai encore énormément de mal à comprendre cet attachement. Enfin, je veux dire, l'emprisonnement volontaire de ces systèmes d'exploitation si populaires, proches du peuple. Prête à tout pour votre bien en plus, hein, gardant un œil tellement bienveillant sur vos activités. Ces oh putain, je m'égare encore là, désolé, pardon, autant pour moi. Parce que tout à fait entre nous, lorsqu'on lit sur le papier, c'est un peu une révolution innovante à chaque fois, sauf si performance rime avec le matériel qu'il faudra claquer aussi. Enfin, on s'en fout, on ponctionnera de toute façon sur les économies qui étaient prévues pour envoyer le petit dernier à l'université, on se paiera un nouveau PC avec ça, c'est pas grave. Oh là, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Ah, tiens, Maurice, il y avait longtemps. Bon, alors, moi, je t'explique quand même, mon petit Maurice. J'ai fait un peu comme ça une petite recherche et après plus de 30 ans d'existence, quand même, l'air de rien, Windows a quand même pas mal accumulé quelques désillusions, non? Par exemple, je prends l'exemple tout bête. Si on parle déjà de Windows 1.0, il se classe déjà sur les plus hautes marches en termes d'importance pour être la toute première version de Windows, on est bien d'accord. Mais pour être tout à fait honnête, c'était quand même une purge, non? Quoique prophétique, on est bien d'accord, Windows 1 a quand même repoussé les limites des capacités d'un PC typique à l'époque. Et on parle de ça, on était en 1985, à cause d'une mémoire trop lente à utiliser. Et d'ailleurs, j'invente rien du tout parce que même le New York Times, donc je suppose que c'est quand même un papier assez sérieux, qui écrivait que exécuter Windows sur un PC avec 512 K de mémoire, 512 K de mémoire,
Je m'arrête 2 minutes et j'essaie d'imaginer 512 cas de mémoire, bordel, ça fait mal, équivaut à déverser de la merde dans l'Antarctique. Voilà ce qu'il disait. Ah, génial. Ça n'a pas changé C'est en vrai. 30 ans. C'est pas faux en plus. Et ajouter à cela, en plus de ça, un support tiers complètement médiocre. Bref, vous avez tout compris, c'était un vrai raté. Bon, je pourrais aussi vous parler, là je vais comme avancer en termes d'années, on va parler de Windows Millennium Edition. Le principal problème était qu'il était encore plus instable que le 98. Alors, en fait, c'était à lui tout seul un stromboscope d'écran bleu, hein, avec des programmes exécutés qui avaient tendance à produire de nombreuses fuites de mémoire, donc on pouvait s'entendre à des trucs du style nom de Dieu qui venaient du bureau de papa. Enfin, je vous parle pas non plus de l'utilitaire de restauration de système et la suppression du DOS originel, parce que bah oui, c'était plus possible à l'époque de pouvoir démarrer directement depuis DOS, et en fait on pouvait le démarrer mais uniquement via une petite fenêtre. Enfin, C'était de l'émuler. C'était de l'émuler, exactement. Ce qui était franchement une plaie, hein, parce que moi je me souviens que je jouais encore à mon bon vieux jeu MS-DOS quand on était à la fin des années 90, donc c'était des bons petits vieux jeux un peu salaces, auxquels je pouvais plus jouer, si ce n'est qu'il fallait que je redescende dans une version antérieure, quoi. Enfin voilà. Je vous parle aussi de Windows Vista, et là on est en 2006, l'air de rien c'est quand même pas si loin que ça, hein. Après le grand succès de Windows XP, on lance Windows Vista et ça a été un fiasco total. Il fonctionnait avec une lenteur pas possible sur des machines qui à la base fonctionnait très très bien avec Windows XP. C'était un véritable glouton en mémoire, et en grande partie c'était surtout à cause de son interface aéro, translucide, flashy, bling bling, à la vas-y que je te montre, que je te me fous plein les mirettes. Et voilà, en fait c'était des gadgets finalement qui fonctionnaient en permanence et qui imposaient des capacités graphiques, alors naturellement qui sollicitaient la mémoire et la puissance du processeur. Bref, une catastrophe. J'avance dans le temps et là, c'était il y a même pas 10 ans quasiment, pour ainsi dire, c'était Windows 8. Microsoft décide alors de s'attaquer à un système d'exploitation croisé, capable de gérer et à la fois les écrans tactiles et les PC bureaux. Alors malheureusement, Microsoft s'est rendu victime de sa nouvelle stratégie en forçant ses utilisateurs PC à compromettre leur productivité, cette fois-ci pour une nouvelle interface, soi-disant tactile, qui s'appelait le Metro. Bref, c'était un pari total qui était complètement perdu d'avance, hein, et finalement ça n'a pas porté ses fruits du tout. Les critiques à ce sujet étaient très lamentables et Microsoft en a fait même les frais puisqu'ils ont dû faire marche arrière avec Windows 8.1 et puis fatalement on est passé à Windows 10 et puis voilà quoi. Ouais, mais bon, là, tu craches quand même sur la soupe, espèce d'ingrat. Et c'est pas faux, c'est vrai, hein. Je remets un peu cela à l'allégorie des cavernes. Là, effectivement, je parle de Platon, etc., etc. Nous sommes entravés, on est mariés à un système d'exploitation depuis des décennies. Et c'est vrai, hein. Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui sont restés sur les on dit, il paraît que, ou les oula, ça m'a l'air trop bizarre tout ça. Et c'était rien d'autre que des projections, croyant être en face d'une quelconque vérité finalement. Alors que c'était tout simplement parce qu'en fait, en réalité, moi, comme tous les autres, on était victimes des apparences. Mais alors, justement, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui, plus que de 80% des contributions Linux proviennent des développeurs payés par des grandes entreprises? Intel, par exemple, est en tête de liste des contributeurs pour la plupart, comme pour la plupart des versions des noyaux Linux, pardon. Bon, on a aussi Huawei, AMD, Nvidia, Red Hat, Google, Samsung, SUSE et Facebook. Mais ça, c'est pas important. Linux fonctionne en plus de ça sur 100% des 500 meilleurs super ordinateurs du monde. Voilà quoi. On ne va pas non plus parler des infinis avantages d'une distribution Linux par rapport à ses autres OS, des sujets qui ont de toute façon déjà été abordés, des vidéos qui ont déjà été traitées, mais par exemple, est-ce que vous saviez par exemple que Steve Jobs avait proposé un emploi à Linus Torvalds en 2000, à condition naturellement qu'il arrête le développement de Linux? Si, c'est authentique. Bon, alors je vous donne pas, je ne veux pas vous spoiler la fin de l'histoire, mais en fait vous connaissez déjà la réponse. Qu'est-ce que Linus a donné comme réponse à Steve Jobs à l'époque? Un doigt d'honneur. Ouais, pas loin. La plupart Et des Steve Jobs a été viré après. Ouais, peut-être qu'en fin de compte, l'un a fait quelque chose au détriment de l'autre, finalement. Pourquoi pas? La plupart des... Pardon, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y, je continue, c'est moi qui t'ai interrompu. La plupart des serveurs hébergeant nos sites préférés sont pilotés par des distributions Linux. Mais ça, vous le saviez aussi. Et par exemple, est-ce que vous saviez que la NSA américaine avait contacté Linus Torvalds afin de créer des portes dérobées dans leur noyau Linux? Non, si, je me souviens de ça, ouais. C'est authentique. Alors, moi, je vais terminer simplement par cette question. Qu'est-ce qui empêche les utilisateurs de sauter le pas finalement? Voilà, franchement. C'est que cette musique est tellement agréable
on s'en passerait pas, c'est pour ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, Microsoft, une version de Windows sur deux est de la merde. Carrément. Donc, Il on fait il y a plusieurs choses. Déjà, alors Windows 8, en effet, ils ont voulu faire du multi-support, donc t'as très bien dit, hein, entre le tactile et l'ordinateur du bureau. Donc, en effet, le menu de démarrer avait été remplacé par une espèce de tuile qui pouvait être aussi bien manipulée à la souris que au doigt. Mais vous avez pas vu qu'aujourd'hui, le menu démarrer, tout compte fait, c'est un mix entre des deux, entre le menu démarrer et ces espèces de tuiles de bip. C'est un peu un mélange entre les deux, Non, j'ai mais- l'impression. Et en plus, aujourd'hui, ils ont essayé de pomper un peu macOS en mettant le truc au milieu pour avoir une sorte de Ah dock oui, c'est vrai, avec les nouvelles versions. Ouais. avec Windows 11. Ouais. Il manque un peu alors d'originalité. Alors après, pourquoi Windows se maintient? Parce qu'en effet, t'as dit, il a tout pour déplaire. Tout compte fait, l'interface est dégueulasse, ça peut être lent, il y a des écrans bleus, ça plante, ça répond pas forcément aux besoins, c'est lourd, il faut énormément de mémoire. Hein. À l'époque, 512 RAM. Alors c'était pas tout à fait 512, c'était pour être à l'aise, il 640. fallait 512, mais non, Et puis maintenant, 256. il va avoir des machines super puissantes. Oui, c'est ça. Et Maintenant, il faut super avoir récentes. obligatoirement du SSD, le TPM, etc. C'est vrai qu'il Et est d'avoir donc, trouvé la roue et on en demande encore. Tout simplement parce que je pense que Microsoft paye assez bien pour justement essayer de se maintenir. S'ils arrêtent de payer, je pense qu'ils finissent par couler. Tout simplement. Disons qu'aujourd'hui, ils ont passé un partenariat avec Intel, avec les intégrateurs Oui, c'est ce que de je dis, ils ont PC, payé, tous quoi. ces trucs-là, pour que ça soit ça qui soit proposé en quasi-exclusivité. Et donc, derrière, les gens, ils achètent un PC, ils se posent pas trop la question. Et justement, je vais choisir mon OS. Et en fait, les cons, ce sont les acheteurs de PC, parce qu'ils ont essayé de faire la même chose au niveau des serveurs. Et les informaticiens ont pas été cons. Ils disent attendez, non, là, c'est pas une question d'argent, c'est une question que je veux pas être emmerdé tous les 4 matins. Donc, on va partir sur du sûr. Donc, Linux a gagné, mais Microsoft a montré sa médiocrité, tout compte fait à ce niveau-là, à tel point qu'aujourd'hui, les machines Azure fonctionnent avec du Linux. Enfin, ça en devient risible. Quand tu prends du recul, tu fais, mais c'est n'importe quoi cette boîte. C'est n'importe quoi. Mais bon, il y a les gens qui sont assez cons pour payer. Ouais, c'est ça. Et puis eux, ils sont tellement puissants financièrement que ils achètent le marché. Exactement. Ouais. Ils payent leur position numéro 1. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Les Windows, le projet alors je disais 30 ans tout à l'heure. Non, il a 40 ans. Le projet est né en 1983. Oui, Ouais, oui, c'est pas faux. Ouais. Et j'ai entendu dans une émission parallèle, c'est pas un monde mais c'est une émission parallèle, que la première, parce que j'ai pas connu cette version de Windows 1, alors ça s'appelle Windows parce que justement c'était des fenêtres qui se mettaient côte à côte, mais elles ne pouvaient pas se superposer. Donc Exactement. en fait, tu pouvais avoir le MS-DOS, le multiplan et puis je sais pas quoi, mais en fait elles se touchaient et elles pouvaient pas se superposer. Et rappelez-vous, à l'époque, on était avec des résolutions de 480 pixels. Oui. Ah, mais tout était risible, oui. Tout. En fait, c'était la mode en fait, c'était Minecraft avant l'heure, hein, voilà. C'est ça. Ouais. C'est un truc de fou quand même. Surtout qu'en plus de ça, arrêtez-moi si je me trompe, mais Windows, en fait, c'est simplement un recopiage de l'environnement de bureau qui était déjà existant sur les Macintosh, si je me trompe Alors, pas. c'est pas tout à fait ça. Et en fait, ils se sont tous copiés. À l'époque, je me souviens, il y avait également Commodore qui avait commandé je sais plus qui faisait Gem Desktop. Et moi, j'ai commencé sur Gem Desktop. Ouais. Et Gem Desktop, c'était le bureau de Commodore et également qu'on retrouvait sur Amstrad. Et en tout cas, moi, la version que j'avais eue, c'était en 87, elle était mieux que Windows, ça c'est sûr. Oui, je m'en souviens maintenant, Ouais. Je pense qu'ils se cherchaient tous. Hein. Après, il y a l'histoire de la souris, tout qu'on fait. L'inventeur, c'est Xerox, et c'est Mac qui a repris. Après, ils se recopient tous avec des différenciations. Hein. Windows, enfin Microsoft a essayé d'imposer le deuxième puis le troisième bouton. À l'époque, on branchait également des joysticks sur des ports spécifiques. Enfin, c'était RCS, je sais pas trop bien quoi. Ouais. RS242 peut-être, Oui, je sais pas. Un truc dans ce goût-là, oui, je pense, c'est possible. Enfin, on appelle ça des ports com aussi, si je me trompe pas. Bref. Alors, les ports com, c'était en C'est les ports interne, série, ça. sinon c'était les ports série. Ouais, Et on pouvait pas déjà brancher un joystick là-dessus à l'époque? Avant, t'avais même des prises joystick. Non, c'était un port joystick, c'était un port joystick. C'était un port joystick et en fait, c'était un mélange entre du port série et du port MIDI. Ah ouais.
Ouais, c'est bien probable, ouais, tout à fait. Ouais, C'était un 9 broches, c'est ça, oui, c'est ça, c'était un 9 broches. D'ailleurs, après, c'est les 400 qui reprenaient ce port Tout à fait. 9 broches. Parce que c'était du MIDI, le protocole. Ah. Bon, tout ça me rajeunit pas, nom de Dieu. J'ai 48 ans et j'ai l'impression qu'en fin de compte, je suis en train de redescendre carrément presque 35 ans en arrière, quoi. Oh putain, ça fait mal, ça. Bon anniversaire. Ouais, bon, ouais, ça va. Une fois, ça va. Ah là là, bon. Eh ben, on va poursuivre. Dorothée, c'est non, bon, ça suffit. Non, c'est bon, j'ai dit une fois, les gars. Bon, on va poursuivre sur l'actualité. Librement Linux. À vous, Cognac. L'actualité. Alors, on va reprendre nos esprits. Le Tux, tu vas nous parler de Google qui a peur de Firefox et veut protéger nos IP dans leur navigateur. Oui. Oui, en fait, cette semaine, on va faire des actualités GAFAM. Ah oui, Pas c'est Linux, pas open source, mais ça va être des actualités autour des GAFAM, principalement. Pas pour en dire du bien et tout ça, mais pour évoquer quelques petites choses qui se passent, qui sont très intéressantes à observer. Donc, oui, première chose, Google a peur de Firefox. Et alors pourquoi ? Vous avez peut-être entendu parler du manifeste V3, qui est cette nouvelle règle qui va encadrer l'utilisation des extensions dans Chromium. Oui. Et donc, Chromium, on va le retrouver dans Google Chrome, dans Edge, dans Brave, dans Opera. On vous dira pourquoi on le retrouve de partout tout à l'heure. Voilà, ça c'est pour vous préparer au dossier de la semaine qui arrive tout à l'heure. Et donc ce manifeste V3, avec ce manifeste V3, Google a décidé de durcir les règles et de rendre les bloqueurs de la vie des bloqueurs de publicité beaucoup plus compliquée. Grosso modo, les bloqueurs, ils vont bloquer un certain nombre de fonctionnalités, ce qui fait que, a priori, les bloqueurs de publicité dans la version présentée jusqu'à présent ne pouvaient plus fonctionner. Alors derrière, ça fait un peu peur. Surtout que il y a quand même 2 autres moteurs alternatifs à Chromium, qu'on vous en parlera après, qui eux n'ont pas cette limitation. Et suite à la levée de bouclier de tous les développeurs de bloqueurs de publicité, finalement, ils ont décidé d'adoucir un peu les choses dans le manifeste V3 et d'autoriser ce qui bloquait les bloqueurs de publicité pour que ça fonctionne et que tout le monde ne parte pas à la concurrence. Mais il y a encore plein de limitations dans ce manifeste V3 et il faudra voir un peu comment ça va bouger. Quelles sont les extensions qui vont perdre des fonctionnalités, et puis surtout, est-ce que les utilisateurs vont enfin arrêter d'utiliser le moteur Chromium pour partir vers Firefox, par exemple. Ouais, faudrait. Les limitations, entre autres, c'est pour les bloqueurs de pub. Il y a certains bloqueurs de pub qui se font une liste de mots-clés ou de sites ou de choses comme ça qu'il faudrait bloquer. Et en fait, la limitation qu'avait imposée Google, c'était de dire dans le manifeste V3, cette liste sera limitée à 10 000 entrées. Alors que je crois... comment il s'appelle ce bloqueur uMatrix ou uBlock Origin, pardon, je crois qu'il avait plus de 90 000 entrées. Donc déjà là, juste là, ça c'était pas possible. Donc quand on dit ils ont allégé, ouais, ils sont passés de 10 000 à 30 000. Mais bon, on voit qu'il y a toujours un problème. Mais clairement, le manifeste V3 a été là pour bloquer les développeurs. Alors pour ceux qui savent pas trop ce que c'est le manifeste V3, c'est simplement permettre aux développeurs donc de développer des programmes, des scripts pour Chrome, mais qui va faire appel à des fonctionnalités de Chrome. Et donc c'est pas un catalogue ouvert, c'est un catalogue justement que limite Chrome. Alors, oui, dis-moi. Oui, je voulais aussi spécifier que en fait Firefox s'appuie aussi sur ce manifeste pour permettre la compatibilité, le portage facile des extensions développées sur Chromium vers Firefox. Oui. La seule différence, c'est que c'est un manifeste un peu remanié et toutes les fonctionnalités qui ont été bridées ou qui ont été supprimées ou qui comme ça, en fait, Mozilla les supprime ou les contourne et l'adapte pour justement permettre un peu plus de liberté. Steve, tu voulais rajouter quelque chose ou poser une question ? Ouais, j'avais une ou deux questions. La première, c'est qu'on parle bien effectivement de ces fameuses publicités qui apparaissent comme des pop-up et qui viennent carrément un peu polluer comme ça notre champ de vision sur notre navigateur.
Pas nécessairement des pop-up. On peut aussi parler ça peut des être- encarts, ça peut être des encarts publicitaires aussi. Ou carrément Alors- des vidéos publicitaires avant vos vidéos favorites. C'est ça. Et est-ce que je suis le seul, ou alors est-ce que c'est moi qui me navigue certainement peut-être là où il faut pas finalement? Est-ce que je suis le seul à avoir quand même, dans la plupart des cas, je vais pas dire dans la totalité des cas, mais en tout cas dans la plupart, des encarts publicitaires, ou en tout cas des pop-up qui apparaissent, où généralement, en fin de compte, c'est une petite cougar, ou une petite jeune demoiselle, ou que sais-je encore, qui en fin de compte t'invite à te rejoindre sur un autre site, histoire d'en voir un Alors tout petit Steve, peu plus. faut qu'on t'explique un truc. Quand tu commences à visiter certains sites, Oui, mais attends, moi je suis un c'est ce qu'on utilisateur appelle, lambda. c'est ce qu'on appelle la publicité ciblée. Mais oui, je sais bien, j'en suis conscient, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est quand même pas tous non plus, en tout cas, fait de bois. Je veux dire, ben oui, bien évidemment, je ne Oui, pas de mais temps en ça temps voir devient une très petite gênant. granny, quoi. Ça devient très gênant parce que jusqu'à présent, c'était l'historique qui pouvait te griller, voilà, chercher Te le griller, mot. ouais. Ouais. Sauf que maintenant, et ça s'est passé récemment, alors je sais plus qui c'était, si c'était une connaissance ou enfin, on me demande un avis sur, pour faire une commande ou je sais pas quoi. Évidemment, à côté, la pub s'est affichée. Ah ouais, et ouais, ben oui. Mais c'est en ça qu'en fait je me pose la question, finalement, elle est où l'éthique de Google, ou en tout cas, pardon, oui, elle est où l'éthique de Google, Ah parce oui, qu'elle alors- sait très bien qu'elle va mettre entre les yeux d'innocents, façon de parler, elle va durcir un petit peu ces bloqueurs de publicité qui justement empêchent les gamins de tomber sur des trucs un tout petit peu plus olé. Comment est-ce qu'elle réagit par rapport, enfin, c'est quoi son éthique par rapport à ça? Non, mais ils ont pas je veux dire, d'éthique, c'est le ils ont pognon. pas L'éthique, d'éthique, c'est voilà. la seule éthique qu'ils ont, c'est le pognon. Ah, les Et c'est surtout que là, on va aborder, ça permet de faire la transition avec un autre sujet, toujours autour de Google. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais Google propose, en chevalier blanc qu'il est pour protéger notre vie privée sur Internet, dans les prochaines versions de Google Chrome, d'intégrer une fonctionnalité pour cacher son IP quand on va visiter les sites web. Ah oui, Et j'en ai pour entendu cacher parler, ouais. Voilà, donc ils disent comme ça les sites web ils connaissent plus votre adresse IP, c'est un peu comme si vous utilisiez un VPN, sauf que là ça sera dans le navigateur et vous n'avez pas besoin de payer un abonnement VPN. Et donc pour ça, en fait ils vont proposer un proxy. C'est ni plus ni moins ça pour cacher son IP. Donc en fait nous on se connectera au proxy de Google et Google affichera le proxy son IP sur les sites qu'on visite. Alors oui, c'est sympa. Sauf que derrière, en fait, c'est pas totalement innocent. Tout ça, c'est pour récolter nos informations sur nos IP et pouvoir afficher du contenu pour nous encore plus pertinent, plus ciblé, et faire de la collecte d'informations là-dessus. Donc derrière, ma recommandation, c'est surtout ne pas activer cette protection par non. IP. Moi, j'irai même plus loin. Non, j'irai même plus loin. C'est opter pour un autre navigateur, s'il vous plaît. Voilà, optez pour un autre navigateur. Et si vous voulez protéger votre IP, utilisez un VPN, utilisez d'autres réseaux, par exemple le réseau Tor, et etc. Mais n'utilisez surtout pas la solution de Google qui n'est pas faite dans notre intérêt, qui est fait dans leur intérêt financier à eux pour pouvoir encore avoir plus d'informations sur les Et verrouillé, parce qu'il y aura que qui pourra avoir l'information. Donc, Tout à fait. Et donc, Google propose ce produit gratuit ou payant? Oh bah Non, c'est gratuit, ça leur apporte de l'argent. C'est gratuit, c'est gratuit. Ah ouais, donc en fait, c'est bien ce que je pensais. Quand le produit est gratuit, c'est que c'est nous qui sommes en fin de compte la matière brute à pouvoir leur fournir. Ouais, c'est bien ce que je Mais pensais. Google fait du washing Griffin, là, non, du lavage de la vie privée, voilà, on appelle ça. Lavage de la vie privée. C'est il lave plus blanc que blanc, mais Google, non, il y a un truc qui va pas là. Putain, Non, mais ça permet de. En fait, s'ils arrivent à faire passer ça dans la tête des gens, ils auront tout gagné. Parce qu'ils vont dire, on arrive à offusquer l'adresse IP. Et oui, ils arriveront à offusquer l'adresse IP sur les sites, sauf que c'est eux qui vont récolter toutes les informations. Voilà, parce qu'en plus de ça, le mode incognito, derrière, il n'y a pas d'incognito non plus là-dessus, puisqu'ils auront l'historique de navigation avec ton IP sur leur proxy de ce que tu fais. Donc, ils l'ont plus dans le navigateur, mais si on l'a pas dans le navigateur, on l'aura autre part. Quoi. Voilà, c'est quand même une belle arnaque. C'est lamentable. C'est lamentable et ça m'agace d'autant plus. Vous sentez, là, je suis énervé depuis le début du podcast, mais c'est... Ouais, mais je crois que ça aurait pu être le podcast de l'horreur qu'on a fait à Halloween. Oui, donc ça aurait pu être celui-là. c'est ça, ouais. En effet. En parlant de podcast de l'horreur... Ah bah oui, il me semblait que j'avais un truc comme ça. Voilà. Ben voilà.
Et cette fois-ci, on va parler d'interopérabilité en Europe. Oui, alors je ne sais pas si vous saviez ou si vous l'aviez noté, mais début septembre est rentrée en action une nouvelle loi qu'on appelle une nouvelle loi européenne qu'on appelle le Digital Market Act (DMA). Donc cette loi-là a été conçue par nos législateurs européens pour limiter les pratiques anticoncurrentielles et développer l'interopérabilité des GAFAM entre leurs différents services et produits qui mériteraient de pouvoir communiquer les uns avec les autres plutôt que d'être toujours sur l'un. Donc sont concernés principalement les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc., les messengers, WhatsApp, et les messengers, Facebook Messenger, les systèmes d'exploitation et tout ça. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire communiquer simplement en utilisant des protocoles ou des standards normalisés tous ces produits divers et variés ensemble. Et avec d'autres produits qui ne sont pas appartenant aux GAFAM. Typiquement, WhatsApp et Messenger pourraient à terme discuter avec Signal en utilisant un standard commun ouvert. Et ces GAFAM, s'ils ne respectent pas la législation européenne, ils peuvent être soumis à des amendes allant jusqu'à 20% du chiffre d'affaires mondial. Donc, autant vous dire, ça va être des grosses amendes. Donc, ça a mis un peu de temps à monter au cerveau des uns et des autres. En plus, ils se sont tirés un peu des balles dans le pied. Et le premier à dégainer, c'est Apple. Donc Apple, il a une messagerie qui s'appelle eMessenger, qui jusqu'à présent, il était hors de question de l'ouvrir pour utiliser un protocole qu'on appelle Oui, je me RCS. souviens d'une conférence où quelqu'un l'avait interpellé en disant ma maman qui a un téléphone Android n'est pas compatible avec eMessage, et la réponse, alors c'était pas de Steve Jobs mais de son remplaçant là, j'ai oublié son nom. Tim Tim Cook, là, oui. Tim Cook, voilà. Tim Cookies, voilà, c'est ça. Il faut les bloquer, les cookies. Donc, il avait rétorqué, votre maman, vous avez qu'à offrir un iPhone à votre maman. Maman, ouais. Et ça a fait, en effet. C'est tout à fait. Là, et donc, pognon. Et donc, là, je pense qu'ils ont un peu peur. 20% du chiffre d'affaires mondial de Apple, je ne sais pas combien de milliards ça représente, mais ça fait quand même quelques milliards. Donc ils ont commencé à avoir un peu peur. Alors, d'autant plus que Google, qui n'est pas irréprochable d'autre côté, avait soumis une requête à la Commission européenne pour dire attention, eMessenger, il n'est pas compatible avec le RCS, donc par rapport au DMA, il faudrait qu'ils se mettent en regard avec la loi. Et donc, Apple, ça y est, c'est entériné. eMessenger, en 2024, deviendra compatible avec le RCS. Alors le RCS, c'est un protocole, un standard qui existe depuis déjà pas mal d'années, qui est le successeur du SMS et du MMS, qui permet d'envoyer des images de meilleure qualité, des vidéos de meilleure qualité aussi, qui permet de chiffrer aussi de bout en bout ces communications. Je sais pas si j'oublie quelque chose, Cédric, sur le RCS. Oui, le RCS, alors c'est un protocole qui est implémenté chez les opérateurs. En effet, on peut avoir donc les accusés de lecture, la typo qui clignote quand votre correspondant est en train de taper du texte. Vous avez aussi la conversation à plusieurs. Vous avez une meilleure qualité sur les images et sur la vidéo, parce qu'en fait en MMS c'était dégradé, l'image et la vidéo étaient dégradées. Voilà à peu près les fonctionnalités qu'on peut retenir. Voilà. Merci Cédric. Donc, les deuxièmes à réagir, c'est Microsoft. Microsoft, alors je ne sais pas pour ceux qui sont déjà passés à Windows 11 ou qui ne sont pas encore passés à Linux, vous avez certainement constaté que on n'a pas trop le choix avec ce système d'exploitation. On est fortement obligé de conserver Microsoft Edge, donc le navigateur intégré à l'OS. Et dès qu'on veut le retirer, on a plein de messages comme quoi c'est pas bien de le retirer, il faut le garder et il faut revenir dessus à chaque fois qu'on essaye de mettre un navigateur par défaut. Le moteur de recherche par défaut, c'est Bing. Et puis là, on peut pas le changer, c'est tout simple.
Donc voilà, et eux aussi ils ont eu peur, et la prochaine version de Windows 11 qui s'appellera Windows 24 H1, un truc comme ça quoi, qui donc devrait sortir au premier semestre 2024, proposera, mais c'est uniquement pour le marché européen, proposera à son installation, pas si vous mettez à jour, mais à son installation, le choix du navigateur, donc vous pourrez choisir d'installer au hasard Firefox, ou de rester sur Microsoft Edge. Donc t'es en train de dire, si on loupe le coche, derrière on est foutu. C'est-à-dire que si on loupe le... Alors je sais pas au niveau de la mise à jour comment ça sera fait, mais en tout cas si on a déjà un truc déjà installé et préconfiguré, c'est foutu. Quoi, c'est foutu. Il faudra aller dans les menus et il faudra voir comment... Est-ce que la procédure sera aussi simple que ça, ou est-ce que ça sera une purge comme c'est aujourd'hui le cas? Écoute, tu insères une clé USB, tu formates tout ça et tu mets Linux Mint, voilà. Pareil, ça n'arrête pas au niveau du moteur de recherche, mais ce sera aussi le cas pour le navigateur quand vous tapez une recherche sur la barre de recherche de Microsoft. Là, on pourra choisir son moteur de recherche. Donc, rester sur Bing, passer à Google, DuckDuckGo, peut-être Quant, je sais pas. En tout cas, ça me rappelle vaguement quelque chose qui s'est passé à peu près il y a 20 ans, quand il y a eu Windows XP qui était à peu près leader du marché et que tout d'un coup la Commission européenne avait imposé à Microsoft, qui avait fait plein de procès, qui avait perdu plein de procès parce que ça avait duré quelques années cette histoire-là, et qu'on avait une pop-up qui nous proposait de choisir notre navigateur par défaut. On avait le choix entre une douzaine de navigateurs, je me souviens. Ouais, c'est ça. Là, je pense que ça va être un peu pareil. Alors, Google, sur cette partie-là, avec Android, ils avaient pris un peu d'avance, puisque déjà, depuis au moins une ou deux versions d'Android, on nous propose à l'initialisation du téléphone. Une fois qu'il est initialisé, le choix est proposé. Ouais. On nous propose de choisir le navigateur qu'on veut, le moteur de recherche qu'on veut, voilà. Par contre, il y a toujours un truc qu'on ne nous propose pas, c'est l'application, le magasin d'applications, voilà, qu'on voudrait choisir. Et puis l'OS aussi, ce serait pas mal. Accessoirement aussi, ouais. Voulez-vous changer d'OS? Ce serait sympa, ça, dis donc. Là, on a parlé Apple, sous iOS. Est-ce qu'on nous propose le choix de navigateur, du moteur de recherche et tout ça? Je ne crois pas, mais pour l'instant, toujours pas de nouvelles de Apple sur ce sujet-là. Après, interopérabilité sur les réseaux sociaux, ça veut dire que Facebook pourra parler avec Diaspora ou Mastodon. Oh non, foutez-nous la paix. Je suis pas sûr que ça se fasse et puis que ça soit une bonne idée, parce que, comme tu dis, on est tranquille sur Mastodonte, pour l'instant, on est entre nous. Et puis aussi TikTok qui doit être en conformité, alors je sais pas à quel niveau, mais il doit se mettre en conformité avec le DMA. Et tu te rends compte, Discord sur Matrix. Oh non, mon Dieu. Au secours. Il y a déjà des passerelles entre Discord et Matrix. Oui, il y a des bots, oui, en effet, il y a des bots, mais bon. Oh non, si c'est automatisé, non, laisse tomber. Au secours. Tu vois tous les, enfin, je vais pas dire les pisseurs, parce que sinon sans ça, j'ai encore me faire flinguer, mais t'imagines qu'en fin de compte, on a tous les petits Kevin de 12-13 ans qui sont sur Discord, qui viennent tout d'un coup, oh non, pitié, c'est bon, quoi, qui restent là où ils sont, quoi. Ouais, finalement. Oh là là, pampan cucu, c'est bon, allez. Mais alors aussi, est-ce que c'est une bonne idée que les 80% de la planète qui sont sous Windows passent sous Linux, parce que finalement, à 20%, on est tranquille entre nous. Ouais, mais... Oui, t'as pas tort, mais bon, c'est dommage que Candy Crush soit pas porté sur Linux, c'est vraiment dommage. Ah, oui, voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai, si au moins on avait un bon petit jeu comme ça, franchement. Ouais, Angry Bird. Jouable. Mais... Fortnite. Fortnite, si ça marche, oui. Non, pour l'instant, on est encore un petit peu dans la chouille à cause du Battle Eye. Je crois un truc dans ce goût-là, tu peux pas jouer sur. Enfin, si, il y a des petits contournements, il y a des petits malins qui arrivent très bien, mais je crois qu'en réalité, si Epic, si je me trompe pas, c'est bien Epic. Ouais, c'est Epic, qu'on découvre effectivement que t'es pas sur la plateforme adéquate, ils te considèrent comme un cheater et donc t'es banni, quoi. D'ailleurs, il y a un truc que tu parles de Epic. En fait, il y a eu Epic perd de l'argent et n'est toujours pas arrivé à la rentabilité. Exactement. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément d'abonnés Epic qui ne profitent que des jeux gratuits qu'ils offrent toutes les semaines. C'est vrai, et j'en fais partie. Moi, j'ai un compte Epic, mais je n'ai jamais acheté un jeu sous Epic. Je n'ai que des jeux gratuits.
Ouais. Et vous y jouez? Certains, oui. Mais sinon, non. Oui. Parce qu'il y en a qui ont la collection Egut. Hein. Non, mais moi, j'avoue, j'en achète beaucoup à 0€. Ouais, aussi. Mais j'en joue à très peu. Bah, tout simplement aussi parce qu'il y en a des fois, tu lances, c'est de la merde, et tu reviens pas dessus. Tu le gardes, on sait jamais, dans ton catalogue, c'est ça? Bah, ouais, non, tu peux pas le supprimer du catalogue. Hein. Une fois que c'est dans le truc, c'est comme dans Steam, une fois que c'est dans ton... Ouais, c'est acquis, quoi. C'est acquis, voilà. Quoi. Enfin, je vais pas dire que t'en es propriétaire, mais en tout cas, elle est à toi, quoi. Mais dans le physique, Ouais, quand tu prenais le parce DVD, que- tu le foutais à la poubelle, c'était terminé, hein, t'en parlais Mais plus. carrément. Non, mais des fois, il y a quand même, j'avoue, il y a quand même quelques petites pépites qui Ouais. arrivent dans les dons. Il y a des jeux que j'attendais depuis longtemps et que je me c'est dis, vrai. oh putain, ça me fait chier de payer 59€ le jeu. Donc 2 ans après, tu l'as sur Epic à 0€. Très bien. Eh bien, on va enchaîner sur les sorties de la semaine, si vous voulez bien. Librement Linux, les sorties de la semaine. Et le Tux, tu vas nous parler de Firefox, GIMP, Paperwire et PHP 8.3. Ouais, en fait, je vais en parler. Je vais pas tout développer. T'as déjà sorti la moitié de mes présentations. Oh, Merci. merci, désolé. Merci d'être venu. Hein. Allez, à la prochaine. Salut les gars. Non, il y a une version, on parle beaucoup de navigateurs aujourd'hui, mais c'est normal, le dossier est là, mais là, il y a une nouvelle version de Firefox 120, qui vient de sortir avec quand même, j'avoue, je trouve quelques fonctionnalités intéressantes pour préserver notre vie privée, éviter le pistage et tout ça. Première fonctionnalité intéressante de Firefox 120, c'est la possibilité de copier un lien sans le pistage associé à ce lien-là. En fait, qu'est-ce que c'est le pistage dans un lien? C'est que vous avez un lien, vous copiez un lien. Ah oui, c'est les options qu'il y a derrière. Et en fait, il y a plein de petits trucs derrière qui permettent de savoir d'où vous venez, avec des numéros à la con qui permettent de faire du tracking, etc. quand vous arrivez sur le site, sur le site vers lequel le lien renvoie. Bah en fait, Firefox, il se propose de nettoyer un peu tout ça et de laisser juste l'URL short avec Ouais, les informations. les fameux de ça. UTM, les fameux. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des podcasts, il y a des YouTubers, des choses comme ça, qui fournissent le lien. Il y a des trackers, mais en fait, c'est pas les leurs. Ils recopient le tracker du pote. C'est ça. Bah, d'ailleurs, moi, je me souviens d'un podcast auquel j'étais avant qu'on commence librement Linux, où le responsable du podcast copiait les liens vers mon site, et moi, j'avais mis des UTM sources et des trucs comme ça pour savoir. Et voilà. Et en fait, quand il copiait le lien, il copiait aussi tous les trackers qui étaient associés pour savoir d'où venaient les visiteurs quand ils allaient sur Bon, ça fausse un peu les stats, mais bon. et d'ailleurs, depuis, je les ai complètement virés. Ah, d'accord. C'est comme ça, je fais plus de stats. Okay. Donc ça, c'était une fonctionnalité que je trouve assez intéressante pour notre vie privée. On l'a pas sur les autres navigateurs, à ma connaissance. On l'a, alors simplement pour info, on peut l'avoir sur Android. Il y a des add-ons dans le Play Store. Alors c'est pas le Play Store, c'est dans F-Droid, le magasin d'applications open source. Et en effet, il y a des fonctionnalités qui te proposent, lorsque tu copies des liens, d'enlever les trackers. Ah, voilà. Mais c'est pas intégré à, non, on est d'accord. Google Chrome ou non. Je sais pas quoi. Non. Autre fonctionnalité intéressante. Il y a un standard, on va appeler ça comme ça, qui s'appelle le Global Privacy Control. Le Global Privacy Control, c'est un signal, comme il y avait un signal qu'on appelait ne pas me pister, qui permet d'envoyer aux bannières de cookies, d'autorisation de cookies, une option comme quoi on refuse que les données collectées soient vendues ou partagées avec des tiers. Par défaut, Firefox 120 propose une option pour activer le Global Privacy Control et donc envoyer ce signal comme quoi on ne veut pas que nos données soient vendues ou partagées avec des tiers sur les sites qui prennent en compte ce protocole. Voilà, il faut vraiment que le site soit développé pour lire cette info. Alors quand on a préparé cette émission, donc j'ai récupéré cette info et j'ai un petit peu creusé. Et en effet, par exemple, ceux qui codent en PHP, il faut aller lire une variable serveur qui s'appelle http://sec/gpc. Mais en effet, il faut que le site ait la volonté d'aller consulter cette info si elle existe et si vous avez mis à oui ou non. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, après, vous en doutez, tous les sites qui marchent de la pub, qui marchent dans la vente de données, je pense pas qu'ils vont l'activer. C'est comme l'option ne pas me pister. Bon, on l'active par défaut sous Firefox, mais il y a très peu de sites qui en tiennent compte. Par contre, la nouvelle fonctionnalité, alors pour l'instant, elle est uniquement réservée aux Allemands.
Mais une nouvelle fonctionnalité qui est assez attendue de la part de Firefox, c'est la fonctionnalité qui va nous cacher toutes les bannières de collecte d'autorisation pour les cookies. Alors caché dans le sens, parce que je connais un add-on pour Firefox qui en fait fait accepter automatiquement les cookies. Alors voilà, non, pas du tout. En fait, l'idée c'est que quand il y aura une bannière, vous ne la verrez plus, mais Firefox va refuser automatiquement les cookies. Donc tu vas payer 1,20€ sur le site de Gala ? Alors, oui et non, tu vas pas payer 1,20€, c'est-à-dire que ça va le prendre en compte sur beaucoup de bannières, mais vous en verrez encore certaines. Et sur les sites qui proposent un abonnement, si vous n'acceptez pas les cookies, vous verrez toujours le choix entre accepter un abonnement ou accepter le suivi publicitaire. Mais voilà, donc pour l'instant, ce n'est uniquement que pour les Allemands, donc vous pouvez passer votre navigateur en allemand pour avoir cette fonctionnalité-là. Mais je pense qu'une fois que maintenant que c'est enclenché, ça va se déployer dans les prochaines versions 121, 122 à l'ensemble de la planète. Sinon, autre fonctionnalité que je trouve aussi intéressante, mais quand j'en ai discuté avec vous, vous me dites « Oh non, c'est un peu un gadget, on n'a rien à foutre », c'est le Picture-in-Picture, la fenêtre d'incrustation vidéo. Je ne sais pas si vous l'utilisez, ça permet de sortir le lecteur vidéo, de l'avoir toujours sous les yeux, et puis avoir Firefox comme ça. En fait, j'ai une tablette à côté pour regarder des vidéos. D'accord, toi t'as un double écran. Un triple écran en fait. Triple écran, pardon. Et donc le Picture-in-Picture, en fait, aujourd'hui, quand vous allez appuyer sur la touche contrôle et bouger cette fenêtre, la fenêtre être automatiquement aimantée vers un coin de votre écran. Plutôt sympa. Comme ça, vous n'êtes plus obligé d'essayer de la caler au pixel près dans le coin supérieur droit de votre écran ou supérieur gauche, etc. Voilà. Et alors, on va peut-être la seule fois où on va parler de Linux dans ce podcast spécial des horreurs, sous Linux. Et plus spécifiquement sous Ubuntu, on va enfin pouvoir importer dans la version Snap les données de son navigateur Chromium, mais aussi en version Snap. S'il n'est pas en version Snap, vous ne pourrez pas les importer. Voilà. Ah oui, c'est qu'en version Snap, d'accord, ok. Ouais. Et la prochaine version, je fais un peu de teasing pour la 121, a priori sous Linux, Wayland sera activé par défaut quand vous serez sous un bureau Wayland. Ce qui est logique. Allez. Alors que pour l'instant, ce n'était pas le cas. On pouvait le faire, mais il fallait aller dans le au bout de config pour le modifier. J'ai parlé beaucoup de Firefox, donc le reste, je vais le faire court. Oui, je t'en prie. GIMP, célèbre logiciel pour faire de la retouche d'images, aussi puissant, voire même plus puissant que Photoshop. Et actuellement en version 2, 10, je sais pas trop combien. Et on attend depuis très 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 longtemps la version 3. Et ça y est. Ça y est. Non, en fait, on espère enfin avoir une version 3. Les développeurs l'annoncent pour mai prochain. Au départ, ils l'avaient annoncé pour 2023. Bon, avec un petit peu de retard, il l'annonce pour 2024, mai 2024. Alors, au niveau des nouveautés, on peut déjà tester toutes ces nouveautés-là dans une version de GIMP qui s'appelle 2.99, qui est la version bêta en fait, et qui intègre, qui suit les futures fonctionnalités qui vont être intégrées dans la version 3, mais ça va être aussi principalement le portage avec la bibliothèque GTK3. On est aujourd'hui à utiliser GTK2, on passe en GTK3, sachant que maintenant on est déjà à GTK4. Voilà pour GIMP. Vous avez un petit commentaire ? Je vais attendre. Moi, je vais attendre. GTK4, hein. Voilà, c'est ça. Finalement, t'as pas plus de chance, franchement, de faire une toile, non ? Ça, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'on est méchant. Pas pour ailleurs. Et figurez-vous que maintenant quasiment toutes les distributions l'ont adopté. Il vient enfin de passer en version 1. Ah, la version officielle. Donc ça remplace les mixeurs audio qu'on avait auparavant, c'est ça ? Voilà, Papwire, c'est ce qu'on appelle le serveur audio dans la distribution. Je crois que Cédric, tu as bossé le sujet à fond et que tu vas pouvoir dire les avantages de cette nouvelle version. Alors c'est même avant, qu'est-ce que c'est un serveur audio ? Imaginez, vous avez une chanson, vous êtes en train de l'écouter avec votre lecteur audio préféré et à côté, vous voulez lancer une vidéo. Et bien la vidéo va vous afficher une erreur en disant « Je suis désolé, mais je ne peux pas jouer le son parce que votre carte son est occupée par un autre logiciel ».
est arrivé le serveur audio qui a dit « Allez, c'est bon, vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez. Moi, je m'occupe du faire du mélange et de vous l'envoyer sur les enceintes. » Je fais ça très rapidement parce qu'il fait évidemment plein d'autres choses. Et quelles sont les nouveautés de Papwire ? Bon, en fait, ils ont fait plein de corrections. Ils ont amélioré la gestion du temps pour réduire les irrégularités dans ça. C'est le fameux jitter. Correction sur divers modules. Donc, il y a le module de mélange des sons, de redirection, etc. L'amélioration de compatibilité avec le Bluetooth LC3. Je ne sais pas ce que c'est le LC3, mais ça se trouve, c'est super bien. Optimise la gestion du transport et du temps pour Jack. Et également d'autres améliorations. Et également une rétrocompatibilité avec tout ce qui avait été développé précédemment dans les versions précédentes de Papwire. Et par rapport à l'ancêtre de Papwire, qu'est-ce que ça apporte comme avantage Papwire ? C'est que c'est Jean-Michel Jarre qui va être content maintenant. C'est ça, exactement. Il pourra faire du synthé sur toutes ces tables de mixage. En fait, une des principales améliorations, ça va être au niveau des temps de latence. Oui. Avant, si on voulait avoir de la faible latence, il fallait utiliser Jack et c'était assez compliqué à mettre en place. Là, ça va être réduire les temps de latence. Alors, quand on parle de latence, c'est l'ordre de la microseconde, les gars. Ne vous enflammez pas. Hein. Oui. Non, disons que pour le Kidam moyen, il n'y a rien à faire, mais dès qu'on fait de la MAO... Ah oui, non, par contre, c'est un important. Oui, la microseconde est importante, important. Mais voilà, oui. Voilà, donc ça va être pour les ICOS, là, ils vont être contents. Une meilleure gestion des mélanges de sources médias, donc audio, vidéo, etc. Et puis, je sais plus, il faudra écouter les anciens podcasts qu'on a fait, on en a déjà parlé, je crois. Oui. Enfin, je suis sûr. Ouais. Pour ceux qui savent pas trop ce que c'est la latence, si vous avez une barre de son à la télé et que vous avez également des enceintes intégrées à la télé, mettez les deux en même temps. Et vous verrez, vous aurez une espèce d'écho. Et ben voilà, c'est ça la latence. Et pourtant, c'est de l'ordre de la microseconde. Voilà. Dernière sortie de la semaine qu'on a notée. PHP 8.3. Ah, c'est moi qui dois parler. Pourquoi je dois parler ? Parce que PHP 3, c'est le langage favori des développeurs. 8.3. Ouais, 8.3. C'est le langage... Parce que PHP 3, c'était il y a longtemps. Oui, c'est vrai, oui. Putain. Oui, ça remonte à vieux, dis donc. Oh mon Dieu. Oh là là. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein. Ah non, laisse tomber, c'est bon. 48 ans, hein, quand même. Bah ouais. J'ai pas osé la faire. Ah putain, 48 ans. Oh nom de Dieu. Donc PHP 8.3, c'est pour les développeurs web. C'est un beau langage de programmation qui sait également faire de la programmation objet. Alors, c'est pas que pour les développeurs web. Si vous êtes un peu curieux, vous pouvez également faire des programmes locaux sur votre ordinateur pour faire certaines choses. Bon, bref, j'en dirai pas plus. Quelle amélioration ? Il y a beaucoup d'améliorations et de modifications qui ont été apportées à cette version, et notamment la gestion des constantes de classe, la copie en profondeur des propriétés en lecture seule, de nouvelles fonctionnalités et méthodes, ainsi que des améliorations et des performances de correction de bugs. Voilà, on va pas aller plus loin. Et on a perdu le Tux. Non, je suis toujours là. Ah non, pardon, mais c'est à toi, je t'en prie. C'était moi qu'on avait perdu et j'ai trouvé que c'était super intéressant. Ah oui, il n'y a plus rien d'autre. T'as fait le sommaire. Ah oui. On a déjà pas mal, on a sorti 4, on a eu du mal à les sortir les 4, mais on y est arrivé. Voilà. Et on va passer tout de suite, si vous voulez bien, au dossier de la semaine. Non, la météo. Non, le dossier de la semaine. Ah, d'accord. Le dossier. Non, le dossier de la semaine, parce qu'on est déjà à 48. Ah ouais. On a été bah oui, sinon après, il y a Romain qui va pas être content. C'est ça. On a été très bavard. Le dossier de la semaine, on a un petit souci avec Steve. Non, il est toujours là, super. Donc, le dossier de la semaine, on va vous parler enfin des navigateurs. D'ailleurs, je vous ai pas demandé. T'es sur Edge, Steve, c'est ça, hein, tu me confirmes? Qui dit Microsoft dit Edge obligatoirement. Non, je suis sur pire que ça et allez-y, frappez-moi, battez-moi, je m'en fous. Ouais, non, même pas, je suis sur Opera GX. Oh putain, la version GX. T'as pas pu j'ai résister à la pub en fait. Non, mais en fait, je crois que oui, vous pouvez me frapper parce qu'en fait, j'ai trouvé plein de trucs super au moment où, quand on en faisait la pub. Donc je dis waouh, ça a l'air super. Et c'est beau, c'est plein, c'est bling bling, ça en fout plein les mirettes, surtout la version GX. On dirait qu'elle est vraiment prévue pour les gamers et compagnie, tu vois. Donc tu te dis waouh, j'ai quand même un petit peu le style, quoi. Ouais. Et puis finalement, vous m'avez parlé effectivement des navigateurs et là, je suis en train de carrément migrer ailleurs, quoi. Donc, d'accord, voilà. Mais essentiellement Opera, et t'as fait aucun autre navigateur, entre guillemets. Si, j'ai fait Chrome. Ouais, mais j'ai envie de dire, là, depuis que tu utilises Opera GX, t'en as fait aucun autre.
J'avoue que non. J'ai honte de répondre à cette question. Non, c'est une question sans piège, vraiment, question sans piège. Et toi, le Non. Tux, ton navigateur principal, et à la limite, si t'en fais d'autres. Alors moi, c'est du 99% Firefox. D'accord? Et depuis longtemps, Ouais. depuis la version 1, je crois. Et le 1% restant, c'est Chromium. C'est Chromium, d'accord. Chrome. Alors, c'est Chromium avec l'extension Google ou sans l'extension Google? Non, c'est Chromium, je sais pas comment il s'appelle. Justement, tu as un Chromium without Google Services. Ouais, no Google. No Google. Ok. Alors, vous avez vu déjà dans notre échange, on a des mots-clés, avec Chromium, sans Google Services, tout ça. Donc, en fait, on va essayer de faire la part des choses. Concrètement, aujourd'hui, il existe, d'après vous, à l'heure actuelle, quand on parle de navigateur, donc le navigateur, il fait quoi? Il va télécharger des informations sur Internet, des feuilles de style qui s'appellent du CSS, du HTML et puis plein d'autres choses. Mais essentiellement, c'est le HTML et le CSS. Il va récupérer toutes ces informations. En fait, ça décrit comment doit être la page. Et le navigateur, lui, va essayer d'interpréter ça et va vous afficher les objets là où devraient s'afficher. Quand je parle d'objets, c'est l'image, le texte, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un moteur de rendu. Donc le navigateur s'appuie sur un moteur de rendu pour pouvoir vous afficher les pages web. D'après vous, donc allez, on va dire qu'il y a une trentaine de navigateurs. Il y a à peu près d'après vous, combien de moteurs? Je peux répondre? Ah, toi tu sais, t'as déjà la réponse? Bah oui, Ouais, oui, mais j'ai déjà la moi, réponse. pour être Et toi, honnête, Steve avant que vous me donniez la réponse, avant qu'on prépare le sujet, j'étais Ouais. persuadé qu'il y avait une trentaine de noyaux différents. D'accord, donc 30 navigateurs, 30 moteurs de rendu. Ah ouais, j'étais complètement claqué à la masse, vraiment, désolé, mais D'accord. c'est vrai, j'avoue. Mais je pense que parmi les auditeurs, déjà, ils sont en train de comprendre qu'il y a un moteur de rendu. Même si c'était, j'ai envie de dire, ils le voyaient, vu qu'ils ont le rendu, mais ils viennent de comprendre qu'il y a un moteur de rendu. Eh ben non. En fait, donc il y a une trentaine de navigateurs et il y a 4 moteurs de rendu. 4. Donc on est en train de s'embrouiller à dire t'as pris quel navigateur, machin. Mais en fait, il y a 4 moteurs. C'est un peu comme Linux, où vous voyez, où la distribution qui a 600 versions, mais en fait, il y a un noyau. Un Ouais, seul. il y en a 4, mais il y en a un qui est ultra majoritaire. Les Oui, 2 autres, Ouais, c'est et ça. le 4e, il est quasiment inexistant. exactement. Alors, il y en a qui ont existé, Si je vous parle de Trident, je fais référence à quoi? Non, ça me dit rien. Non, le moteur de rendu Trident, c'était le moteur de Microsoft pour Internet Explorer. Ah, il s'appelait Trident, je le connais. Ouais, il s'appelait Trident. Si je vous parle, celui-là il est trop facile. Edge HTML. Bon, ça, c'était la version qui était censée remplacer Internet Explorer. C'est ça, tout de suite derrière, donc il y a eu Edge, et donc ils ont réécrit le moteur de rendu, il s'appelait Edge HTML. Ouais, mais alors là, ils ont travaillé pour rien parce qu'il est vraiment pas resté longtemps celui-là. Ah non, il a dû rester 1 an et demi, 2 ans, je crois. Même pas. Même pas. C'est à Ouais. peine sorti, il terminait la migration de IE 11 vers ce truc-là qu'il sortait déjà la version Chromium. Ouais. Bah tiens, la pour Steve, cadeau pour Steve. Presto, moteur de rendu Presto. Ah ouais, bah, franchement, c'est un cadeau, c'est tellement facile que c'est... Bah oui, si, c'est celui qu'ils utilisaient. C'est celui qui était utilisé par Opera. Ah ouais. Ouais, ils avaient Avant leur de propre passer moteur. sur Blink. Eh ben, qui est Blink? Chromium. Eh ouais, c'est Chromium. En fait, le Oh. moteur de rendu, tout le monde l'appelle Chromium, mais non. Ça, c'est le navigateur Chromium. Le moteur de rendu s'appelle Blink et il est utilisé évidemment par Google Chrome, par les navigateurs basés sur Chromium, mais également Microsoft Edge, Brave, Vivaldi, Samsung Internet et Opera. Donc voilà, aujourd'hui, donc il y a Blink, il y a WebKit. Ah, qui c'est WebKit? Safari. Ouais, c'est Safari. Ah ouais. Mais pas que. Tous les navigateurs sur iOS s'appuient sur WebKit et GNOME Web également. GNOME Ah oui, avait un GNOME, navigateur c'est- et il s'appuyait sur WebKit. Bah, ils ont toujours. Ils s'appuient toujours, oui. Et d'accord, parce que je croyais que c'était Gecko. Non. Eh ben justement, Gecko, eux, sont édités par Mozilla et évidemment, qui c'est qui l'utilise? Firefox et Thunderbird. Voilà, c'est tout. J'en ai pas d'autres. Et enfin, le dernier, parce que je vous en ai parlé de 4, WebKit, Blink, Gecko. Et le dernier, alors il est pas du tout connu, je sais pas d'où il sort ce truc, mais je vais vous en parler parce qu'il y a une petite particularité qui m'a fait bizarre, c'est Goanna. Goanna est utilisé par Palmoon, par Basilisk et Caméléon.
Mais par contre, j'en connais aucun. il a le mérite d'être sous licence Mozilla publique. Voilà. D'accord. C'est fait. Waouh. Voilà. Alors, par contre, il y a une petite particularité et beaucoup de monde se trompe. On me parle souvent en disant non, mais tu te trompes aujourd'hui, Firefox, c'est plus Gecko ou Gecko, c'est Firefox Quantum. Alors, stop, on va remettre les pendules à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mozilla a voulu réécrire le moteur Gecko pour différentes raisons, pour des questions de rapidité, de sécurité, etc. Et ils se sont dit, allez, on va tout réécrire de zéro, et ils ont inventé un nouveau moteur de rendu qui s'appelait, enfin, vous verrez pourquoi je suis un peu hésitant, qui s'appelle Servo. S-E-R-V-O. La particularité de Servo, c'est qu'il a été développé en Rust, langage plus sécurisé que le C++, etc. Et sauf que, donc ça, ils ont commencé le développement en 2012, sauf que Mozilla, ça leur coûtait très cher. Ils n'ont pas voulu maintenir, et en avril 2016, ils ont décidé d'arrêter le développement de Servo. Servo n'avait pas fini d'être développé, mais il y avait quelques briques intéressantes qui avaient été développées. Ils ont intégré Servo c'est marrant à le dire. Ils ont intégré Servo dans Gecko, et ils l'ont sorti à l'occasion de la sortie de Firefox Quantum. Mais en fait, ils ont gardé le nom de Gecko. Donc aujourd'hui, le moteur de rendu Gecko, il y a un petit bout de cerveau à l'intérieur. Voilà, la blague est faite. Ah, joli. Donc aujourd'hui, quand on veut faire la différence entre tous les navigateurs, ouais, t'as quel navigateur, machin, patin couffin, vous prenez pas la tête. En fait, vous avez le choix entre 4, Bling, Gecko, WebKit ou Goanna. Après, D'où la raison. Oui. Pardon, j'allais t'interrompre, mais ça veut dire que vas-y. d'où la raison pour laquelle on peut utiliser les plugins qui sont proposés sur Chrome. On peut éventuellement utiliser ces mêmes plugins qui sont disponibles, par exemple, sur un navigateur comme Opera. C'est tout simplement parce qu'en fin de compte, il y a le moteur de rendu qui est similaire, quoi. C'est la même chose. Alors, moi, je vais aller même encore plus loin. C'est que aujourd'hui, vous avez bien compris, tous Brave, Opera, tous ces trucs-là, ils partagent Vivaldi, etc. Ils partagent la base Chromium. Donc, le moteur de Chromium et aussi le manifeste. Le fameux manifeste V3 oui. dont vous parlez au début du podcast. Oui. Ils vont tous l'avoir. Et donc, les navigateurs comme Vivaldi ou Brave qui se targuent d'avoir la vie privée respectée et des trucs comme ça. Sauf que, comme le manifeste V3, il fait tout pour limiter cet respect de la vie privée, ils vont être aussi impactés. Oui. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que depuis les années 2000, le code HTML, le CSS3, tout le monde s'est mis d'accord pour se mettre sur des standards. Et le standard, en fait, c'est appuyé par une entité qui s'appelle le W3C. D'ailleurs, à l'époque, si vous vous souvenez, Internet Explorer a eu beaucoup du plomb dans l'aile parce que justement, il ne respectait pas les recommandations du W3C, ce qui faisait que le rendu était très aléatoire. Et justement, certains développeurs qui voulaient absolument que le rendu soit parfait, ils testaient à fond sur Internet Explorer, ils mettaient des balises spécifiques pour que le rendu soit vraiment ce qu'ils voulaient, et donc ils mettaient le logo d'ailleurs développé pour Internet Explorer. Mais en fait, ça respectait aucun standard, mis à part celui de Microsoft, mais les autres navigateurs avaient peu de chances d'avoir le même rendu. Donc le W3C a dit non, on va tous se mettre d'accord, on va parler le même langage, et aujourd'hui ces standards reconnus donc sont le HTTP, le FTP, le SSL, le Unicode, le JPEG, le GIF, le HTML, etc. Enfin, j'en ai une liste longue comme le bras, et en fait tous ces moteurs de rendu respectent ces standards. Donc en fait, c'est simplement, il va y avoir un petit détail qui vont se différencier de l'autre. Il y en a un qui va dire, moi je suis plus sécurisé, donc venez vers nous, ce sera mieux, chez moi, ce sera plus joli. Non, ce sera pas plus joli parce que ce sera la même chose que le copain, mais ce sera peut-être plus rapide, ce sera plus performant. Et après, c'est tout l'habillage qu'il y aura autour, tout ce que va faire le navigateur autour, qui aura une sacrée différence. Et en effet, Google, dans son Chrome, ajoute ajoute les Google Services qui peut vous faire de la reconnaissance vocale, qui peut vous faire utiliser les services Google, etc., que vous n'aurez pas sur les autres navigateurs. Ok. Et j'allais dire, avant, en effet, il y avait une course à la performance. Moi, je suis plus rapide que l'autre. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années, on parle plus de la performance, la rapidité d'affichage. Non, on est tombé sur les temps de chargement de moins de 3 secondes et on s'en fout réellement maintenant, ouais. Et avec la 4G, la 5G, la fibre optique et tout ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont
Ouais. Il fait qu'on se soucie plus de ça. Pareil, avant, on aimait bien compresser. Maintenant, on s'en fout. Allez, on balance tout. Allez, ouais, 40 gigas, ouais, c'est pas grave, ça va. Voilà. Ouais, ça fait rêver. Toi, t'as commencé avec quoi, Steve? J'ai commencé, tu veux dire quoi Avec comme navigateur. Oh mon dieu, mais en fait j'ai essayé comme tout, hein, les grosses merdes. Hein. Quand je dis les grosses merdes, bien évidemment, je crois que j'ai jamais été séduit par Firefox à la base, jamais. Donc fatalement, j'ai essayé Chrome, j'ai essayé le Chrome, j'ai essayé ceci. En fait, en réalité... Mais avant Chrome et tout ça, souviens-toi, dans la fin des années 90... Ouh là là, c'était le truc Internet, pas Netscape, avant toute chose. Netscape, ouais, justement. C'était... Qui est l'ancêtre de Firefox, Ah ouais, c'est vrai. Oui, bien sûr, ouais. Oui. Ah ben voilà, et ben voilà, comme ça les choses se rajoutent. Mais non, sinon oui, j'ai très peu utilisé, mais je l'ai utilisé quand même, Internet Explorer, ils appelaient ça. Et vous vous souvenez du navigateur AOL? Oui, tout à fait, Oui. Internet par AOL. C'était magnifique, ça. C'était magnifique. Waouh, quelle époque. Ça fait rêver. Bon, le club des papis. Ouais, oh putain, c'est bon, arrêtez les gars, c'est bon, j'ai 48 ans, mais on va quand même pas le répéter non plus. Oh pitié. Ça t'a manqué le Club Dorothée. Tu reçois toujours ton cadeau de Club Dorothée? Écoute, j'ai toujours rêvé voir mon nom apparaître au moins une fois dans le générique, au Club Dorothée. Et je l'ai jamais vu passer. Non, jamais de la vie. Et, pourtant, Dieu sait comment j'en ai envoyé chaque année jusqu'à mes 25 ans. Quelle horreur. Bon, en tout cas, joyeux anniversaire pour tes 48 ans. Si vous voulez aussi avoir votre nom apparaître au générique de fin pour votre anniversaire, vous envoyez une carte postale à Librement Linux. Ouais. CEDEX 1512, hein, comme l'Amstrad. Bon, allez, je vais arrêter les conneries. Mais tu as bu? Non. En tout cas, on vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le salon Matrix Librement Linux, comme l'a pu faire Romain, mais également comme Mr. Spock, Spock qui dit qu'il nous écoute dans son plumard. Donc tu nous fais un petit peu de place parce qu'on arrive à 3 là. Oh. Voilà. J'étais emballé, puis tout d'un coup, j'ai plus trop envie, tout d'un coup, tu vois, je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, donc on vous remercie pour votre fidélité. Rendez-vous au prochain numéro. J'espère que ce numéro vous aura plu. Si vous a pas plu, dites-le nous, hein, dans Librement Linux, le salon Matrix. Steve, ouais. Le Tux masqué, excuse-moi, j'ai failli déraper. Heureusement que c'est la fin. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro? Évidemment. Bah oui. Ouais. Et ben allez, rendez-vous au prochain numéro. Bye bye. Bye bye. Salut tout le monde. Eh ben vous savez ce que j'ai besoin là maintenant? Tisane et au lit. Non, même pas. Non, il faut carrément maintenant que j'aille me faire exorciser. Je crois qu'on a parlé trop des GAFAM cette fois-ci. Il faut vraiment que j'y aille. Ah ouais, non, il faut que j'y aille. Allez hop, je vous laisse. Il faut que je y aille. Je t'envoie une clé USB Linux Mint.